Bonjour et bienvenue sur Metatech. Alors on est reparti sur un nouveau tutoriel, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter 50 commandes indispensables à absolument connaître si tu veux faire du système. Notamment nous sommes sur du Linux. Ce sont des commandes que tu vas utiliser tout le temps, quasiment tout le temps, et c'est des commandes qui te permettront d'avancer énormément lorsque tu feras du système en ligne de commande. Alors on le voit ensemble tout de suite après ceci. Alors, la première commande que nous allons voir déjà, c'est la commande date qui nous permet de savoir quelle est la date du jour. Lorsque nous tapons date, nous avons ici la date du jour, l'heure et bien sûr l'année. Nous allons voir, c'est la commande pwd. On va faire pwd qui veut dire print working directory. C'est une commande qui nous permet d'afficher le dossier courant sur lequel on est en train de travailler. À partir de là, on a la possibilité de lister les éléments qui sont à l'intérieur de notre dossier avec la commande ls. ls nous permet de lister les fichiers et les dossiers qui sont à l'intérieur de notre dossier courant. Ce qui est intéressant avec ls, c'est que nous avons la possibilité de rajouter des paramètres. Là intervient une nouvelle commande, la commande qui vous permet d'avoir l'aide sur toutes les autres commandes. Il s'agit de la commande man. Si je fais un man ls, j'ai toutes les occurrences de la commande ls, tous les paramètres qui peuvent se rajouter pour avoir des informations un peu plus détaillées avec la commande ls. Dans mon cas, si je veux par exemple lister ces informations, les fichiers et les dossiers de mon dossier courant avec la commande ls, je vais faire ls-l qui veut dire liste. Maintenant, j'ai la liste. Il peut y avoir des dossiers et des fichiers cachés à l'intérieur de ce dossier-là. Et si je vais les afficher, je vais juste rajouter le paramètre A, AL, LA, AL, peu importe l'ordre, ça affichera pareil. Donc là, tout à l'heure, je n'avais pas de dossier DSTOR, mais là, je l'ai parce que c'est un dossier, c'est un fichier caché. Élément intéressant avec la commande ls, lorsque nous faisons une liste des informations qui sont dans un dossier, on constate qu'il y a pas mal d'informations qui apparaissent, notamment cette zone, c'est la partie type du fichier, voilà, type d'élément, et bien sûr les droits des utilisateurs, des utilisateurs qui ont accès à ce fichier-là. Là, nous sommes sur l'utilisateur courant. Là, c'est le groupe en question. Ça, c'est la taille et la date. Le jour, autant pour moi, du mois. Ça, c'est l'heure. Et nous avons le nom du fichier. On va se concentrer juste sur le type de paramètres. Par exemple, là, nous sommes sur le fichier chemin.txt. C'est un fichier. Donc, au niveau du premier caractère, on a un trait, ce qui nous spécifie automatiquement que c'est un fichier. Si vous avez un D qui veut dire directory, c'est un dossier. Et si vous avez un L, ce sera un raccourci. Donc ça, on pourra voir ça par la suite. Ça nous fait notamment appel à à une autre commande qui est chmod. Chmod, en fait, c'est une commande qui veut dire change mode. La commande, elle nous permet de faire en sorte que on attribue un certain droit à un certain utilisateur. Par exemple, vous allez constater que vous avez 3 sections de RWX qui apparaissent. Ce sont les droits des différents utilisateurs. Les 3 premiers, c'est pour l'utilisateur principal, qui est de Dogfather. Les 3 suivants, c'est le groupe auquel cet utilisateur appartient. Et les 3 derniers, c'est les autres utilisateurs. Donc, les autres utilisateurs n'ont accès qu'en lecture sur ce fichier. Maintenant, je vais faire en sorte que les autres utilisateurs aient accès en écriture également. Ça veut dire que je devrais rajouter sur le troisième paramètre la lettre W ici. Donc ce que je peux faire, c'est juste avec chmod, je vais faire O plus W sur chemin.txt. Je refais un affichage et là on se rend compte que sur le fichier chemin.txt, les autres utilisateurs, ils ont désormais accès en lecture et en écriture. Cette commande, elle est très puissante et vous pouvez justement avoir les paramètres de celle-ci avec la commande man chmod. J'ai parlé tout à l'heure des raccourcis et on a la possibilité de définir ou alors de distinguer directement un fichier s'il est raccourci juste avec le premier paramètre, le premier caractère lorsque nous faisons la liste dans un dossier. Là, nous n'avons aucun raccourci, mais on a la possibilité d'en créer un avec la commande ln. ln autant pour moi. Par exemple, ce que je vais faire, c'est créer le raccourci du fichier chemin.txt. Je vais faire ln -s. Je vais prendre le fichier initial chemin.txt et je crée son raccourci. Je vais juste l'appeler raccourci.txt. Je fais ça.
lorsque je reliste, on se rend compte que là, on a sur raccourci, il y a un fichier raccourci.txt qui s'est créé et qui dit quel est le raccourci de chemin.txt. Et on a bien sûr le chemin.txt qui est toujours existant. Le chemin.txt, il est toujours de type fichier, mais on se rend compte que le fichier raccourci, il est de type raccourci et nous avons le L qui apparaît comme information ici. Et on a bien sûr la possibilité de supprimer un raccourci avec la commande unlink. Unlink. On va faire ça. Oh non, c'est pas le bon. Non, c'est raccourci.txt. Je fais ça et je reliste. Je me rends compte que je n'ai plus de raccourci, mais j'ai toujours mon fichier initial chemin.txt qui est bien présent. Une autre commande qui est très intéressante pour savoir quel utilisateur est connecté. Bon, nous savons bien que c'est nous, mais par exemple, on a besoin de savoir quel est notre nom exact. C'est la commande who am I. Donc, qui suis-je? Lorsqu'on lance ça, on se rend compte que l'utilisateur en question, c'est the dogfather. L'équivalent de ces commandes, c'est la commande id-un qui donne les mêmes informations, en sachant que id également c'est une commande sur laquelle on a rajouté le paramètre un qui ne permet de n'avoir que l'utilisateur qui est connecté. On peut lancer la commande id toute seule, ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur les UID par exemple d'utilisateur, du groupe auquel il appartient, des autres informations, et nous dans ce cas le comparatif, c'est juste sur la commande whoami et la commande id avec les paramètres un. Nous avons également la commande who qui veut dire qui. C'est pareil que la commande whoami mais avec un peu plus d'informations. Toujours dans les utilisateurs, on a la possibilité avec la commande groupe de lister tous les utilisateurs ou alors tous les groupes auxquels l'utilisateur courant appartient. Si on fait par exemple groupe the dogfather, là on aura toutes les informations par rapport au groupe auquel the dogfather appartient. Maintenant on part sur la gestion des dossiers. Lorsque nous souhaitons par exemple gérer des dossiers, on va faire une liste ici en AL et on se rend compte que nous avons pas mal de dossiers dans le dossier DevOps. Pour créer un dossier, on va faire la commande mkdir qui veut dire make directory. Et on lui donne un nom en paramètre tout simplement. On va créer le dossier qui s'appelle test. Une fois que nous faisons ça, on fait une liste et on se rend compte que le dossier test, il a été créé et il est de type directory, qui veut dire dossier. Pour naviguer par exemple à l'intérieur d'un dossier, on peut faire la commande cd qui veut dire change directory et on met le dossier dans lequel on veut partir. Pour notre cas, on veut partir dans le dossier test. Donc on va faire cd test. On va à l'intérieur de ce dossier-là et on se rend compte que ici au niveau du prompt, ça a changé, ça a rajouté test. Tout à l'heure, c'était juste DevOps. Donc, nous sommes désormais dans le dossier test. Si on liste ce dossier, on va se rendre compte qu'il est vide parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. On a la possibilité de créer un fichier à l'intérieur de ce dossier-là avec la commande touch. Là, par exemple, je peux créer ici touch new file. Je peux le nommer exemple. OK. Fichier texte. Je liste. Je me rends compte qu'il y a un fichier, notamment, on se rend compte qu'ici, c'est le type du fichier, donc c'est un fichier de type texte, et qui appartient au dossier test, tout simplement. On a la possibilité de modifier un fichier à l'intérieur. Là, par exemple, mon prompt me propose de rajouter, avec la commande echo, déjà la commande echo, elle est très intéressante parce qu'elle permet d'afficher à elle seule un message sur l'écran. Si je fais ça, echo hello world, il m'affiche le message qui était entre crochets à l'intérieur de la commande echo. Je peux refaire ça. Je peux maintenant écrire la sortie de ma commande dans un fichier. Dans mon cas, je veux envoyer le message de notamment hello world dans le fichier exemple.txt. Si je fais ça, maintenant je vais utiliser une autre commande pour afficher le contenu de mon fichier. Là, il s'agit de la commande cat. Cat ici va afficher le contenu juste de mon fichier, juste en mode observation. Si je fais ça, ça m'affiche le contenu ici. Une autre commande pour vous permettre la gestion des fichiers, c'est la commande vi ou alors vim. Si je fais vim exemple.txt, ça me fera entrer dans un élément de modification du fichier. Par exemple, lorsque vous êtes sur Windows, vous faites de la modification sur le bloc-notes ou alors sur un outil de modification du fichier. Je fais ça, là je vais dans un prompt,
sur lequel j'ai déjà des informations parce que ça a été copié tout à l'heure avec la commande echo. Et à partir d'ici, j'ai la possibilité de faire des modifications, de rajouter du texte. Si, par exemple, je veux rajouter du texte, j'ai la commande. Une fois que je suis dans VI, je clique sur la lettre I et ça me met directement en mode insertion. On se rend compte qu'ici, on a insert. Et donc, à partir de là, je peux m'amuser comme je veux. Je peux rajouter les informations comme je souhaite. Et on est bon. Pour sortir, je vais faire échappe. Ensuite, je fais 2 points, W pour sauvegarder, Q pour quitter. Vous avez la possibilité avec Man de faire des recherches sur la commande, sur l'éditeur VI. VI, c'est un éditeur, Vim également. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut toujours lister les informations, le contenu de notre fichier. Si on fait 4 exemples, là, on a tout ce que nous avons rajouté précédemment dans notre fichier. Alors, toujours dans la gestion des dossiers et fichiers, nous avons avec la commande mkdir, nous avons créé un dossier. On a également la possibilité de supprimer un dossier. Dans notre cas, nous sommes dans la commande test, enfin dans le dossier test. On n'a aucun dossier à l'intérieur de celui-ci. On peut déjà supprimer le fichier exemple avec une commande, mais on va d'abord essayer de supprimer un dossier. Une commande qui peut être intéressante, c'est toujours change directory. CD qui permet en fait de savoir ou alors de naviguer où nous souhaitons. Là, dans notre cas, on va revenir sur le dossier précédent. Donc, on va faire CD 2 points pour revenir en arrière. On fait une liste, on revient sur notre dossier DevOps. Donc, c'est comme nous allons essayer de supprimer le dossier test. Cependant, à l'intérieur, il y a le fichier exemple, c'est-à-dire le dossier test, il n'est pas vide. On va faire RM ou alors rmdir, ça dépend. Généralement, c'est RM. Le dossier en question, test. On essaie de supprimer le dossier test. C'est-à-dire, RM déjà, il me dit en fait que c'est un dossier. Donc, on peut faire avec la commande rmdir. On essaie de supprimer le dossier test. Maintenant, il me donne comme message d'erreur que le dossier n'est pas vide. Avec rmdir ou alors rm, on a la possibilité de rendre la suppression forcée, c'est-à-dire on va supprimer quand même le dossier avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant, on va faire une suppression d'abord du fichier qui est à l'intérieur. On fait cd dans test, nous sommes dans test, on va faire un rm de notre fichier exemple. Rm qui veut dire remove. On enlève ça, on refait une liste, dans test, on n'a plus le fichier exemple. On revient dans le dossier précédent, on va faire un rm dir test. On se rend compte que désormais, enfin là, on a pu le supprimer. Si maintenant je fais ceci, je vais faire créer un nouveau dossier, dossier test. Je vais dans le dossier test, je vais créer un fichier exemple. Ok. Je reviens dans le dossier courant, j'essaie de supprimer le dossier test. Il me dit qu'il n'est pas vide. Je vais forcer la suppression avec le paramètre R. rm-r qui me permet de supprimer quand même le dossier test avec son contenu. Je refais une liste, je n'ai plus le dossier test parce qu'elle a été supprimée. Une commande qui peut être également très intéressante lorsque nous sommes toujours dans la gestion des fichiers. Nous avons par exemple un fichier qui peut être excessivement long et nous souhaitons afficher les informations de ce fichier mais pas en totalité. Il s'agira de la commande head qui nous permet d'afficher le head, c'est-à-dire l'entête du fichier. Et on peut spécifier le nombre de lignes que nous souhaitons afficher dans ce fichier, par exemple. Je vais prendre un exemple dans mon cas. Là, j'ai la commande qui m'a proposé ça. Dans le dossier Gabi tuto, j'ai un fichier readme. Je vais par exemple déjà aller dans ce dossier-là pour vous montrer ce que nous avons. Dans ce dossier, j'ai ça. Donc, ça me permet de me connecter directement sur mon Git parce que c'est mon repo local. Voilà. Bon, Git par exemple, je ferai des vidéos par la suite pour expliquer comment ça fonctionne et comment travailler avec Git. Alors, dans Git, nous avons un fichier readme. Il est là, je vais l'afficher. Je fais un vim readme. Nous avons toutes ces lignes qui sont dans le readme. Je vais sortir. Maintenant, ce que je veux, c'est juste afficher quelques lignes de mon fichier readme. Je reviens sur DevOps. Ce que je vais faire, c'est head -n qui veut dire le nombre de lignes en question. Je mets là, je mets le chiffre et je mets le chemin du fichier qui est concerné.
Dans mon cas, je vais par exemple mettre les 20 premières lignes. Les 20 premières lignes, ça m'affiche à partir de là. Et j'ai les 20 premières lignes de mon fichier. Si je mets par exemple les 17 premières lignes, ça va certainement s'arrêter quelque part ici. Je fais ça. Les 17 premières, donc on s'arrête au niveau de là. On s'est arrêté là, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, le reste n'a pas été pris en compte. Toujours dans la même lancée, là, nous avons affiché l'entête. Maintenant, nous souhaitons par exemple la fin. Lorsque vous êtes en train de gérer des logs, vous avez les logs en fait sont des fichiers des journaux d'erreurs ou alors d'état de votre peut-être une application. Et vous souhaitez avoir juste les dernières informations. Là, vous allez utiliser la commande tail qui permet d'afficher les 17 dernières lignes de mon fichier en question. Je fais ça. Et là, j'ai les 17 dernières lignes. D'ailleurs, la fin de mon fichier, ça se termine par fin. Et là, j'ai les dernières lignes de mon fichier. Autre chose dans la gestion, notamment des fichiers qui peut être très intéressante. Dans mon cas, je vais créer un fichier dans ce dossier. Je vais par exemple créer un fichier qui s'appelle nombre.txt. Avec la commande vim qui est l'éditeur, je vais éditer ce fichier. Je vais faire nombre. Ok. J'ai déjà un fichier nombre en fait qui existe dans mon dossier. Je vais par exemple le modifier avec edit. Avec le i, je ne mettrai que les chiffres parce que j'ai envie de faire du tri avec cette commande. Ok, je sors. Voilà. Donc j'ai la commande nombre. Enfin, le fichier nombre qui est là. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est avec la commande sort, une nouvelle commande, afficher, trier autant pour moi les informations de mon fichier nombre. On va déjà faire sans paramètre. Sans paramètre, il affiche par défaut en commençant. Enfin, c'est en fait une affichage, mais il n'est pas vraiment. Il ne tient pas en compte tous les paramètres. C'est-à-dire là, il ne trie que avec le premier chiffre de tous les nombres. Ça veut dire que je peux avoir des lettres dans mon fichier, et vu qu'il va tenir compte de la nomenclature ASCII, il va commencer par 0, il va aller jusqu'à 9, après il va commencer avec la première lettre en minuscule, si par exemple il y a des lettres A, B, C, D, ainsi de suite, et après il va prendre les lettres en majuscule. Dans mon cas, c'est pas un tri qui est intéressant. Pour avoir un tri intéressant, je vais faire sort -n pour avoir notamment un tri, et là il va trier tous les nombres vu que c'est des entiers que j'ai uniquement dans mon fichier. Si vous souhaitez faire un tri par ordre décroissant, là c'est par ordre croissant. Si vous souhaitez par ordre décroissant, vous allez rajouter le paramètre R. Et là nous inversons l'ordre de tri de mon fichier. Une autre commande intéressante lorsque nous souhaitons lancer des recherches des fichiers, par exemple, que nous... si par exemple on se retrouve dans ce dossier, nous sommes sur lequel? Ah non, pas toi. Nous sommes dans le dossier DevOps actuel. Supposons nous avons une centaine de fichiers qui commencent par exemple tous par un certain paramètre, un certain caractère. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut lister tous ces fichiers-là uniquement. Avec la commande find, on peut très bien le faire. Ça veut dire qu'on va faire find. On spécifie le dossier dans lequel on veut rechercher. On peut faire, dans mon cas, je vais mettre le dossier courant. Ou alors je peux mettre le chemin d'un autre dossier, par exemple. Peu importe. Mais je vais rester dans le dossier courant. Et là, je mets -name pour dire en fait que je cherche les fichiers qui sont de type nom, dont le nom commence par un certain paramètre. Je vais mettre in. Mon résultat va me donner les deux fichiers ici en question. Donc je vais mettre in étoile parce qu'il ne se termine pas de la même façon. Donc je mets in étoile et on aura, d'ailleurs, je n'ai pas que ces fichiers, j'ai également tous les fichiers qui sont dans les dossiers à l'intérieur de mon dossier DevOps. Et j'ai les chemins absolus à partir de mon dossier courant. Donc ce qui est très intéressant, ce que vous souhaitez chercher des fichiers par exemple qui sont dans un dossier, tous les fichiers qui commencent par d'une certaine façon, qui ont un certain nom et qui sont dans le dossier courant. Également, la commande find permet d'avoir le type de fichier.
Ou alors, on peut rester par exemple sur le nom du fichier, mais tous les fichiers qui sont dans mon dossier courant, mais qui sont de type, enfin, qui se terminent par l'extension .json. Si je lance ça, je n'ai qu'un seul. Je n'ai qu'un seul fichier qui se termine par .test.json et il est là, dans mon dossier DevOps directement. Donc, c'est une commande qui peut être très intéressante lorsque vous faites une recherche d'informations, de fichiers ou bien de dossiers dans votre environnement. Une autre commande que nous allons voir, c'est la commande cp qui veut dire copie. Copier en fait permet de copier notamment un fichier ou un dossier d'un emplacement A à un emplacement B. Supposons dans ce cas, nous allons faire la copie de deux fichiers. Nous sommes toujours dans mon dossier DevOps. Je vais créer un fichier qui va peut-être s'appeler exo1. Dans ce fichier, je vais écrire en contenu, je vais faire echo. Je vais faire ça. Ceci est l'exo1. Ça, c'est mon message. Rappelez-vous, avec la commande echo, on affiche sur l'écran. Maintenant, si je veux faire la mettre dans mon fichier, je vais faire echo. Et là, je la redirige vers exo1. Ça veut dire que le contenu de ce message, c'est-à-dire cette ligne, elle est désormais dans le fichier exo1. Si je fais un cat exo1, nous avons l'information là. Maintenant, je vais créer un fichier exo2 qui bien sûr est vide. Exo2, il est vide, il n'y a rien dedans. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais copier le contenu du fichier exo1 vers exo2. Je fais exo1, exo2. Ça veut dire que si j'affiche maintenant exo2, j'ai ceci est l'exo1, enfin le message du fichier numéro 1 qui a été copié dans le fichier numéro 2. On peut également copier un fichier vers un dossier différent. Ce qu'on doit savoir en fait, c'est que la syntaxe c'est copie, source, destination. Par exemple, nous sommes dans notre dossier. Je n'ai pas de dossier test. Je vais créer un dossier test. mkdir test. Ok, je ne vais pas dedans, mais je vais faire une copie de exo1 vers test exo3 par exemple. Je lance ça. Ce qui est intéressant également, c'est que la commande copie, non seulement ça copie les informations, mais également le fichier exo3 n'existait pas dans le dossier test. Donc, ce fichier a été créé. Si je fais un cat de ce fichier, j'ai le même message. Si je fais un cd, je vais dans le dossier test, je liste, j'ai le fichier exo3. Et si je fais un cat exo3, exo3, j'ai ce message. J'ai également le même message avec l'éditeur Vim. J'ai ceci est l'exo1. Donc, vous pouvez bien sûr vous amuser de cette façon-là au niveau de la copie des dossiers et des fichiers comme vous le souhaitez. Comme sur Windows, on fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller avec CP. On fait également CTRL-X sur Windows et dans le CTRL-X sur Linux, ici ce sera Move, qui est la commande MV. MV qui veut dire déplacer. Je reviens dans notre cas, je vais sortir du dossier test. Ok. Dans ce cas, j'ai par exemple le fichier exo1 et exo2 qui sont dans mon dossier. Je vais faire un déplacement de exo1 vers le dossier test. Si je fais une liste encore de mon dossier courant, je me rendrai compte que le fichier exo1 n'est plus présent. Et si je fais une liste du dossier test, je me rends compte que le fichier exo1 il est présent. Je peux également déplacer le fichier exo2. Je fais ça. Je liste le dossier test et je me rends compte que les trois fichiers sont à l'intérieur de mon dossier et de mon dossier test, tout simplement. On peut faire pareil, le principe il est le même, la commande source destination.
La prochaine commande que nous allons voir, c'est une commande qui nous permet de rechercher des éléments de façon spécifique lorsque nous avons par exemple une liste exhaustive d'informations. L'exemple, il est très simple. Il est très simple l'exemple. Je vais lister, nous sommes toujours dans le dossier DevOps. Avec la commande grep, on va faire ceci. On va faire en sorte de rechercher un dossier uniquement avec cette commande-là. Ça veut dire que lorsque je fais la commande ls-al, on a une certaine sortie. Et la sortie, c'est ce résultat, c'est-à-dire la totalité de l'affichage. Maintenant, ce que je veux, c'est par exemple uniquement ce fichier. Si je fais ls-al, je fais un pipe pour dire que la sortie, en fait, je vais la travailler. Je vais travailler la sortie et je vais faire un tri sur la sortie de la commande. Et donc, je vais faire un grep -i. Je vais mettre par exemple GA, tout simplement. Ça va m'afficher en fait tout ce qui commence par GA, uniquement. Et ce qui est intéressant, c'est que grep, vu qu'il est très sensible à la casse, c'est pour ça que j'ai rajouté le -i. Si je fais sans le -i, il m'affiche uniquement ce qui commence par ce que j'ai spécifié. J'ai écrit GA en minuscule, il m'affiche uniquement GA en minuscule. Et donc, c'est le seul dossier que j'ai. Je peux faire pareil avec -i. Si je fais par exemple TES, là, il m'affiche le dossier test et le fichier test.json que j'ai. Donc, c'est une commande qui est très intéressante. Dans la même lancée, nous avons également la commande. Nous sommes toujours sur la liste. Là, on a envie de savoir quel est le nombre d'informations dont on dispose au niveau de cette sortie. Et c'est la commande WC qui nous permettra de le faire. Donc, on a la sortie ls-al. On récupère le contenu de la sortie parce que nous allons travailler dessus. On fait un WC, tout simplement. On lance. On a un résultat. Ce qui veut dire que la sortie de WC, il dit, on a nombre de lignes, nombre de mots et nombre de caractères, tout simplement. Maintenant, on peut rajouter un paramètre. Si on veut avoir un détail, on peut faire WC-L pour avoir uniquement le nombre de lignes, WC-W pour avoir le nombre de mots, W-Word, et WC-C pour avoir le nombre de caractères. On peut également le faire sur un fichier. Rappelez-vous, on a un fichier ici qui s'appelle nombre. Je vais faire 4 de nombres. On n'a que des nombres à l'intérieur. Je vais faire ceci. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais faire voilà 4 nombres. Et la sortie, je vais faire WC, le nombre de lignes de ce fichier. Et là, je me rends compte que j'ai 29 lignes dans le fichier en question. Voilà, donc c'est une commande également qui peut être très intéressante pour compter les informations, le nombre de lignes, de caractères ou même de mots que nous avons dans une sortie. Une autre commande qui est très intéressante sur le point de vue sécurité, lorsque vous souhaitez par exemple lancer des commandes qui ne sont permises que par l'utilisateur principal, notamment l'utilisateur root, il faudrait que vous ayez les droits pour le faire. Par exemple, bon, je n'ai pas de commande en fait qui va le faire. Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Supposons que je vais faire une liste dans un dossier, par exemple, auquel je n'ai pas droit. Pour ça, je vais rajouter un sudo sur ma commande pour demander à ce que j'ai les droits de super utilisateur sur cette commande-là. Donc, lorsque je fais ça, ils vont bien sûr me demander le mot de passe. Donc, je mets le mot de passe. Et je réussis à exécuter la commande. Bon, c'est pas vraiment compliqué sur celle-ci parce que la commande, j'ai bien sûr les accès. Mais vous pouvez avoir des cas où, si vous n'avez pas de droit sur un certain, ou vous n'avez pas de droit sur une certaine commande, bien sûr un certain dossier, par exemple, d'exécution, vous demandez les droits d'admin, les droits de super utilisateur. Sudo, ça veut dire super user do, d'accord? Et vous lancez bien sûr la commande avec le mot de passe du super utilisateur. La prochaine commande que nous allons voir, c'est la commande ifconfig. C'est la commande ifconfig qui permet d'afficher toutes les informations sur les cartes réseau que nous avons. Vous pouvez retrouver à l'intérieur l'adresse IP, votre adresse MAC et même les adresses de diffusion. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'une commande
qui peut nous permettre de tester la connexion avec soit un serveur distant, si vous avez des serveurs distants, ou alors si vous avez accès à un certain site internet. On va juste tester Google. La commande en question, c'est la commande ping. On lance un ping. C'est en fait, on envoie des informations et on envoie des paquets et on reçoit des paquets. C'est pour tester déjà la vitesse de connexion, notre vitesse de connexion, et si nous avons bien accès à la commande, enfin, si nous avons bien accès au site en question. Là, on se rend compte qu'à chaque intervalle, il y a des paquets qui sont envoyés et des paquets qui sont reçus. Ça nous permet, sur le point de vue notamment réseau, de tester la connexion que nous avons. On peut la stopper avec un CTRL-C, tout simplement. Si vous souhaitez afficher les informations de votre système d'exploitation, vous avez la commande uname qui vous donne notamment le nom de la version de mon système. Mais pour avoir plus de détails, vous mettez uname.a qui vous donne voilà, l'utilisateur, l'architecture. Nous sommes sur une version 8664, la version de mon OS, et les informations que vous pouvez justement avoir sur votre OS. Autre chose, une commande, la commande top, voilà, elle est même déjà là. C'est une commande qui permet d'afficher tous les processus en cours. Vous pouvez avoir le nombre de CPU utilisé, depuis combien de temps c'est lancé, la quantité de mémoire qui est utilisée, et bien sûr le PID du service. Et à partir de là, vous avez la possibilité de tuer un service si vous constatez qu'un service consomme énormément de mémoire, tout simplement. Pour sortir, vous allez faire un CTRL-C. La commande top, son équivalent, c'est bien sûr PS qui affiche les process, moins AUX. Pour certains, ce sera moins AUX, pour d'autres, comme pour ma part, ce sera -PS AUX, qui affiche ici tous les process pour tous les utilisateurs. Bon, là, j'en ai que deux Docfader et l'utilisateur root. Vous pouvez retrouver ici le PID, comme on l'a vu tout à l'heure sur la commande top, de chacun des process. Et vous avez la possibilité avec une autre commande, notamment kill, de tuer un certain process. Vous mettez kill, vous mettez le numéro du process. Voilà, et vous pouvez tuer le process. On passe à une autre commande qui nous permet de consulter l'espace qui est utilisé. C'est la commande df. Lorsqu'on lance la commande df, bon, l'affichage n'est pas du tout fameux. On peut faire un df pour avoir un affichage un peu plus intéressant, df-h. Et là, on se rend compte que sur les file system que nous avons, les dossiers que nous avons la taille initiale, la taille utilisée et bien sûr la taille qui est disponible. Voilà. Utiliser free, voilà, qui sont montés sur des volumes de montage bien sûr. Et nous avons également une autre commande DU qui permet de savoir la quantité de mémoire de stockage utilisée par chacun des dossiers dans un dossier courant. Là par exemple, nous sommes dans le dossier DevOps. J'ai lancé la commande DU. Là j'ai tous ces dossiers là, tous ces fichiers et bien sûr ce qu'ils utilisent en termes d'espace. La prochaine commande, c'est pour la gestion des fichiers et toujours des dossiers. Si vous souhaitez par exemple compresser des fichiers ou des dossiers, ce sera la commande zip. On va faire un exemple. Je vais par exemple créer ici une série de fichiers, tout simplement. Et je vais essayer de les, je vais les compresser. Je vais faire ceci, fichier. Et je fais, ce sera plus facile, je fais comme ça. Là, je décide en fait de créer 3 fichiers fic dont le nom sera fic1, fic2 et fic3. Je vais peut-être créer 5. Voilà. Je liste, j'ai mes 5 fichiers qui sont là. Maintenant, je vais les compresser. Pour les compresser, je vais utiliser la commande zip avec bien sûr un paramètre qui va bien. Zip-v. Je mets le nom dans lequel ce fichier, le nom de ce zip là, hein. Je vais l'appeler final par exemple, .zip de fichier. Là je veux les 5.
A5. Là, je veux la 5.txt. Je lance ça. Là, j'ai créé un fichier zip qui contient tous ces fichiers-là. Je vais lister. Je me rends compte que mon fichier zip, il est là. Les fichiers existent toujours, je ne les ai pas supprimés, mais je les ai compressés dans ce fichier-là. Ça veut dire qu'à partir d'ici, je peux supprimer les fichiers et je les aurai toujours en compressé ici. On va faire ça. Je reviens sur la commande touch et à partir de là, je peux supprimer. Ce qui est intéressant, hein. Avec RM, je les supprime tous. On ne les a plus. Mais j'ai toujours le fichier final.zip. Maintenant, pour dézipper un fichier qui est zippé, c'est tout simplement la commande unzip. Donc, je vais faire unzip final zip. Je les extrais dans le dossier courant, bien sûr. Et si je fais un ls, et je me rends compte que j'ai à nouveau les fichiers. Et j'ai toujours le fichier zip qui est présent. Je l'ai dézippé, mais je ne l'ai pas supprimé. Donc, ça peut être très intéressant au niveau de la gestion de la compression des fichiers. Une autre commande également que vous pouvez utiliser pour la compression, c'est la commande tar pour compresser en fichier tar.gz au lieu de fichier zip. Maintenant, on va voir une commande qui s'appelle alias. C'est une commande qui nous permet de créer des alias sur les commandes que nous avons par exemple l'habitude d'utiliser tout le temps. Ici, c'est des commandes qui sont longues. On n'a pas forcément envie de les taper chaque fois. On peut créer des alias. Lorsque nous tapons par exemple alias, vous avez ici la liste des alias déjà que vous avez créés. Et vous pouvez en fait en créer d'autres. Pour créer un alias tout simplement déjà, vous repérez la commande que vous souhaitez. Hein. Je vais peut-être prendre une commande de laquelle... tac, tac, tac. Supposons l'affichage. ls-al. Voilà. Supposons, je veux cet affichage là. Je vais créer un alias. Alias, je vais l'appeler tac 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 LP. LP par exemple, c'est l'alias de la commande ls-lthr. LP est égal à ls-l-thr. Et voilà, c'est spécifié. Si je vais dans alias, j'ai mon alias qui s'est ajouté. Ça veut dire que je peux désormais taper la commande LP et ce sera le même résultat que la commande ls-thr. Si je fais LP, j'ai le même résultat, j'ai le même affichage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez vous amuser dessus avec toutes les commandes que vous souhaitez, vraiment toutes, du moment où le nom de l'alias sera unique. Pour supprimer un alias, c'est aussi simple que ça. Vous faites un alias et vous mettez le nom que vous avez spécifié, dans mon cas LP, je le supprime. Si je viens dans alias encore, je n'ai plus l'alias en question. Et si je fais LP, la commande n'est pas reconnue. Alors maintenant, vous souhaitez par exemple savoir quel est l'emplacement d'une certaine commande que vous avez l'habitude d'utiliser. Dans mon cas, supposons c'est la commande ls. La commande ici, ce sera where is ls. La commande where is donne l'emplacement du binaire de la commande ls, tout simplement. Donc si je fais ça, il me dit en fait que le binaire de ls, il est dans le dossier bin ls, user share man 1, ls.1. Il y a également une commande qui est intéressante par rapport à ça, c'est which ls. Voilà. Donc which ls, il localise tout simplement la commande. C'est-à-dire la commande, elle est dans le dossier des binaires ls. Une autre commande qui est intéressante dans la même lancée, c'est what is ls. What is ls, en fait, ça donne juste la description de la commande ls. Là, je pense que ça a bugué. Ok. Là, ça donne un peu plus d'informations. Si je lance par exemple what is cp, non, what is cp, là, il donne un peu plus d'informations. Voilà. Pour un meilleur affichage, ce que je vais faire, c'est me connecter sur une machine distante que j'ai notamment sur AWS. Et là, je fais appel ici à la commande de SSH. Alors, on va faire SSH. On va prendre ce serveur Ubuntu que j'ai sur AWS. Je me connecte dessus. Voilà, donc là, je suis connecté sur une machine distante.
sur AWS. Là, je liste ce qu'il y a dans la machine. La machine s'appelle Ubuntu. L'utilisateur, c'est Ubuntu. Voilà. Je ne me suis pas trop cassé au niveau de la machine. Donc, par exemple, si je fais ici un what is cp, bon, là, c'est plus intéressant. Ça donne ici, ça dit que what is cp, ça copie les fichiers et les dossiers. Si je fais un what is ssh, voilà. Non, ça, c'est un where is que j'ai fait pour localiser notamment la commande what is SSH, c'est pour permettre en fait une connexion SSH à un client distant. Une autre commande, si vous souhaitez par exemple retrouver une commande que vous avez déjà eu à utiliser, mais vous ne savez plus exactement c'est quoi la syntaxe, ou alors vous ne voulez peut-être pas la retaper, vous avez la commande history qui vous redonne l'historique des dernières commandes que vous avez eu à taper. Et par exemple, une fois que vous la retrouvez, vous pouvez l'utiliser tout simplement. Autre chose, si vous souhaitez nettoyer l'écran, vous pouvez utiliser la commande clear. Vous faites ça. Et même, on peut faire un alias. Généralement, c'est CLS. CLS qui est égal à la commande clear. Donc, je peux faire ça. Je peux lister les informations. ls-al. Voilà. Je peux faire top. Lister les process. Je sors. Je peux faire ps. AUX, c'est les commandes que nous avons vues précédemment. Et je fais un CLS pour nettoyer l'écran, tout simplement, vu que c'est un alias. Je vais dans alias, je me rends compte que j'ai CLS dans les alias en question. Autre chose par rapport à ça, vous pouvez afficher le nom de la machine. Bon, je vais peut-être le faire ici. Ce sera plus hostname. Alors, la machine, c'est... Enfin, le nom de la machine, c'est celui-ci. Si je le fais ici... Donc, on se rend compte en fait que les noms sont différents. Hostname, enfin, ça c'est le nom de ma machine à moi. Si je fais un hostname, tac. Est-ce que c'est un -d? Ouais, ça c'est le type en fait de machine que j'ai. Le -i, non, il marche pas ici. Voilà. Et aussi, si vous souhaitez par exemple sortir d'une connexion que vous avez initiée, dans mon cas, je veux sortir de la connexion, c'est-à-dire je veux me déconnecter de cette machine-là, je vais juste utiliser la commande exit et je reviens en local sur mon ordinateur. Une autre commande que nous allons voir, c'est la commande file qui nous permet de voir le type, de savoir le type d'un fichier. On va par exemple lister les fichiers qui sont là. Je veux par exemple le type du fichier test. .json. File du fichier test.json. Donc il me donne le nom du fichier de type JSON et il a de la donnée à l'intérieur. Une autre commande pour gérer les services qui sont en train de tourner sur notre ordinateur, c'est la commande systemctl ou alors systctl. Dans mon cas, c'est systctl ou alors sysctl autant pour moi. Ah non, je ne vais pas la lancer comme ça. Donc, systctl-a, ça me liste tous les services qui sont en train de tourner sur mon ordinateur. Je vais me connecter en SSH sur ma machine virtuelle et voir ce qui est justement en train de tourner de ce côté-là. Ah non, c'est pas toi. Ah oui. Lui par contre ce sera un système CTL. Je vais par exemple faire status. Là il est en état running et j'ai tous les services qui sont en train de tourner sur celui-ci. Alors une autre commande que nous allons voir, c'est la commande uptime. Uptime, c'est pour savoir depuis combien de temps la machine est en route. Si je la lance ici, ça me dit qu'elle est en route depuis 6 jours avec des détails bien sûr qui vont bien. Si je la lance ici sur ma machine, là, ça me dit qu'elle est en route en fait depuis 18 jours. Depuis 18 jours qu'elle tourne sans que je n'ai eu à la redémarrer. Une autre commande que nous pouvons utiliser, c'est la commande watch par exemple. Watch ici permet de lancer une commande de façon répétitive à des intervalles de temps réguliers. Par exemple, je vais lancer la commande ls-al à des intervalles de temps. Le -n, c'est pour spécifier le nombre de secondes. Moi, je vais la lancer chaque 3 secondes. Donc, si je fais ça, tac, watch -n. Ok, donc si je fais ça,
On se rend compte que la commande, elle est lancée, elle affiche un résultat et l'intervalle de temps, on le constate ici parce qu'à chaque seconde, chaque 3 secondes, il se met à jour. Il se met à jour chaque 3 secondes. Là, il va passer à 56. Voilà. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez un script qui est en train de tourner, qui est peut-être en train de vous redonner des logs et que vous souhaitez les voir en temps réel. Là, vous lancez cette commande-là pour avoir les informations et les résultats en temps réel. Autre chose qui peut être intéressante, bon, là, je le stoppe avec un CTRL-C. Autre chose qui peut être intéressante, là, par exemple, on peut stopper toutes les commandes Watch qui ont été lancées, hein, on peut toutes les arrêter. Autre chose qui peut être intéressante, c'est la commande Help, qui permet en fait d'avoir de l'aide sur une certaine commande. Bon, par exemple, si je fais Watch, moins Help, ça me permet d'avoir de l'aide sur la commande Watch de façon condensée. Parce qu'avec la commande Man, c'est vraiment l'aide détaillée sur tous les paramètres qui peuvent être utilisés sur la commande Watch.